où il dit, et j'ai le bouquin, d'ailleurs je l'ai mis dans mon livre Les Permanences, de la géopolitique de la mystique russe, où il dit en 1912 que 300 personnes véritables dirigent l'Europe, qu'elles se connaissent entre elles, qu'elles se recrutent entre elles, et que l'objectif, c'est de, c'est pas mot à mot ça, mais je respecte l'esprit de sa phrase, et que l'objectif, c'est de rétablir Venise, c'est-à-dire l'oligarchie de Venise, la Sérénissime. Et en fait, on a l'aveu d'un homme qui travaillait avec un groupe très restreint d'Allemands, d'Italiens, d'Anglais, de Français. Je rappelle qu'une des personnes avec qui il travaillait, comment dire, Walter Rathenau, c'était Max Warburg de la banque Warburg qui va financer la Pan-Europe de Richard de Coudenhove-Kalergi dans les années 1920, et le même Max Warburg qui avait un frère, enfin on en avait deux, Paul Warburg, naturalisé américain, qui va jouer un rôle clé dans la création de la Fed en 1913, et un autre qui s'appelait Félix Warburg, naturalisé américain, lui aussi, et qui épousera Frida Schiff, la fille de Jacob Schiff, grand banquier de la finance, qui avait joué un rôle clé pour financer la politique militaire du Japon contre la Russie en 1905, d'où la victoire du Japon, la bataille de Tsushima en 1905. Et c'est le même Jacob Schiff qui financera à partir des années 20 le sionisme. Donc vous voyez, Rathenau et le reste, eh bien, ce qui est vrai en Allemagne est vrai pareil en France. Et donc, en fait, le drame, et ça c'est le drame depuis 1789 et qui touche tous les pays d'Europe et l'Occident, et c'est que on a des dirigeants qui sont les fruits de courants financiers liés à une idéologie judéo-protestante. C'est ce que dit, comment il s'appelle, ce monsieur pour qui j'ai une grande admiration, Jacques Bainville, donc j'ai eu le privilège de faire la préface, les conséquences politiques de la pêche, j'en profite pour faire une pub parce que ce bouquin est extraordinaire, c'est des éditions de Verbeau, et dans son livre, il dit bien que le traité de Versailles a été fait, alors il dit pas des juifs et des protestants, il dit par des lecteurs de la Bible, pour des lecteurs de la Bible. Bon, on devine qui. Hein. Bon, c'est absolument extraordinaire. Il parle de la Bible hébraïque. Oui, et que l'évangile. Et il dit d'ailleurs que c'était un concile. Ah, il ne parle pas de la Bible hébraïque. Il ne parle pas de la Bible hébraïque. Il dit la Bible, mais il ne pense pas aux évangiles, on est d'accord. Ah, disons que la Bible, il ne faut jamais oublier que la version Bible hébraïque, c'est ce qui a donné l'Ancien Testament dans le cas du christianisme, la Vulgate de Saint Jérôme ou la Septante pour sa version grecque, mais avec évidemment une interprétation différente. Donc bien comprendre, c'est le drame de France, Italie, peu importe, de nos pays, c'est qu'on est tributaire de courants financiers du monde privé, d'un monde privé qui ne sont pas les représentants de l'État. Je reviens toujours à l'histoire de France d'avant 89. Les rois de France ont eu tous les défauts de la terre, mais ils ont eu quand même la qualité immense de créer la France. La France a été créée par eux. Et surtout, ils étaient indépendants du pouvoir financier. C'est-à-dire qu'ils pouvaient faire un bras d'honneur. Quand je dis indépendant dans le sens pour accéder au pouvoir. Après, qu'ils aient eu des problèmes financiers, 89, ça a été ça. Hein. Mais disons que pour accéder au pouvoir, ils n'étaient pas dépendants de Goldman Sachs de l'époque. Et ça, c'est immense, c'est immense. Et le problème, c'est que depuis 1789, la France et les autres pays européens sont prisonniers d'une oligarchie avec des factions internes qui se bagarrent entre elles. Et c'est bien ce que vous dites, parce que moi j'en parlais hier, la financiarisation, et notamment privatisation des peuples par la financiarisation de leur économie est dangereuse, et il y a d'autres solutions, sauf qu'on ne nous en parle pas. La Russie essaye de définanciariser et de se baser sur d'autres systèmes, notamment les fonds communs, peut-être une bancarisation des fonds d'État pour pouvoir développer son économie et investir. Oui, effectivement, les rois avaient des problèmes, mais c'était plutôt des problèmes d'emprunt. Après, ils égouillaient tout le monde. Mais vous citez aussi 1789. En fait, 1789, c'est une crise fiscale qui amène. Alors, je vais dire oui et non. Vous allez comprendre. Effectivement, il y a eu un problème financier suite en plus à la guerre que la France a menée contre les Anglais et qui a permis l'indépendance américaine. Effectivement, ça fait mal. Mais en fait,
en fait, ça n'a pas été l'élément premier, parce que quand on regarde l'histoire de France, il y a eu des situations où la situation financière française était pire qu'en 1789. J'ai un exemple à citer, c'est l'hiver sibérien qui a touché en janvier-février 1709, donc Louis XIV, la France et l'Europe, où la Seine a gelé, où les glaçons flottaient dans le port de Marseille, où les Danois pouvaient traverser à pied la Baltique pour aller en Suède. Pour vous dire, il y a eu des centaines de milliers de morts. C'était un désordre économique et financier colossal. Il n'y a pas eu de révolution. Il y a eu une misère, il y a eu un creux de vague, une économie qui a pris un coup, mais il n'y a pas eu de révolution. Pourquoi il y a eu une révolution en 1789? Certes, il y a eu, c'est vrai, des problèmes financiers, mais ces problèmes financiers n'ont été que des outils, n'ont pas été le moteur. Dans ce sens que vous avez eu des courants de pensée, la franc-maçonnerie en particulier, ces éléments qui ont joué un rôle clé pour déstabiliser, pour casser une France héritière d'un autre modèle de civilisation que l'idéologie maçonnique. Et j'en veux pour preuve, et ça j'ai eu l'occasion d'avoir l'information, le document d'origine, et de le mettre dans la longue préface que j'ai faite du livre de Krauss-Haar, Alexandre Krauss-Haar, sur Junius Frère, enfin Moses de Brusca. Et en particulier, donc, qui était le petit-neveu du messianiste Jacob Frank, et qui avait créé, ce Moses de Brusca, dans les années 1780, une organisation maçonnique de haut vol, mélangeant Kabbale et christianisme abattardi, j'ai obtenu les mémoires de Charles de Hesse-Cassel, qui est un très très grand prince allemand, mémoire rédigée en français, parce qu'à l'époque, tout le monde parlait français, l'italien pour l'amour et l'allemand pour les chevaux. Et dans ses mémoires, donc je rappelle qu'il a été le successeur de Moses de Brusca à la tête des Frères asiatiques, donc qui est une super loge maçonnique et kabbalistique. Et je rappelle que Charles de Hesse-Cassel, son frère Guillaume de Hesse-Cassel, avait comme trésorier Mayer Abshel Rothschild, pour vous dire le niveau. Et qu'est-ce qu'il raconte Charles de Hesse-Cassel? Il raconte qu'en 1782, vous avez la fameuse réunion maçonnique de Wilhelmsbad en Allemagne. Vous avez toute la crème maçonnique française, prussienne, autrichienne, russe, avec l'héritier du trône russe, le futur Paul Ier, qui participe. Et il écrit dans ses mémoires, donc, qu'en 1782, il apprend, et je cite le verbe qu'il utilise, qu'une révolution est préméditée en France. 1782. Donc, pour vous dire que les événements de 1789 ne sont pas spontanés, dans ce sens que, certes, ils ont profité d'un moment de faiblesse, problème économique, problème financier, avec en plus, il y a eu ce volcan islandais qui a diffusé un panache de fumée qui a refroidi l'atmosphère, l'agriculture après un coup. Mais c'est pas ça, ça n'a pas été l'élément premier, dans ce sens que la France avait connu, la France et d'autres pays d'Europe, des problèmes climatiques bien plus graves. Je vous dis, le climat sibérien de 1709. C'était en fait l'action de groupes de pensée. N'oubliez jamais, lorsqu'on lit les archives israélites que j'ai consultées à la bibliothèque François Mitterrand, ils vous écrivent noir sur blanc que la révolution de 1789 est d'essence et fortement hébraïque. Voilà. C'est ça. Et donc, en fait, ce basculement est dû à l'action de dirigeants, de groupes de pensée, à l'esprit maçonnisé, hébraïsé. Et oui, et très très loin de l'idéal classique vieille France. Vous en pensez quoi, monsieur Indy? Oui, bah, la Révolution française, elle est aussi, en plus de sa dimension messianique, elle est aussi d'inspiration anglaise protestante. Parce que sans la Révolution protestante, il n'y a pas de Révolution française. D'ailleurs, aujourd'hui, même, c'est revendiqué par certains. Parce que, alors, il y a un ouvrage qui est sorti il y a peu, je ne l'ai pas encore lu, sur la Révolution protestante et la modernité européenne, en disant que non, la modernité européenne n'est pas protestante, elle est juive. En fait, d'une certaine façon, le judaïsme aurait influencé le protestantisme, qui aurait conduit à une révolution. En fait, la véritable modernité, c'est ça. La modernité, avec la Renaissance, c'est
une pénétration, une tentative de pénétration dans le monde catholique d'idées hétérodoxes, du protestantisme avec Luther, puis la révolution cromwellienne du XVIIe siècle et la révolution française se terminent un peu comme la révolution cromwellienne, par une décapitation. Donc, effectivement, ils ont raison de dire que la modernité, on entre dans la modernité avec le protestantisme. Et d'ailleurs, les Lumières, et là, si on prend le versant économique des Lumières, ils sont libéraux. Les Lumières, ce sont des libéraux. Et le libéralisme ne vient pas de la tradition, ni même de la tradition allemande, ni de la tradition française, il vient de la tradition anglaise, puisque les Anglais sont des libéraux, même jusqu'à leur cœur anthropologique. Si le libéralisme est né en Angleterre, c'est parce qu'il y a une anthropologie anglaise qui est libérale. Par exemple, il y a les travaux de Alan Macfarlane, qui était en fait un des membres du jury de thèse d'Emmanuel Todd, parce qu'en fait les travaux d'Emmanuel Todd sur les structures familiales viennent de là, Peter Laslett et Alan Macfarlane. Et Alan Macfarlane met en évidence que déjà au XVe siècle, on a en Angleterre, dans la société paysanne, un libéralisme qui est déjà présent, dans le sens où on a une famille nucléaire, où l'enfant, dès qu'il atteint la puberté, parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas d'adolescence, hein, on passait de l'enfance à l'âge adulte. Il était dégagé de la maison, de la maisonnée, et il allait travailler ailleurs. Donc, ce qui explique l'extrême individualisme de la culture anglaise et de son inégalitarisme. Parce que déjà, à l'époque, au XVe siècle, il y avait en Angleterre plus de terres paysannes vendues que de terres héritées. Donc, il y a dans l'esprit anglais un détachement de la terre, un détachement de la famille, et un libéralisme qui va au-delà de la dimension économique, mais qui est un libéralisme philosophique et un libéralisme économique, et qui va pénétrer finalement en France. Pas n'importe où en France, dans les milieux intellectuels des Lumières, dans le grand bassin parisien élargi. Et en fait, le drame de l'Europe continentale, ça a été bien sûr la révolution protestante, et ça a été aussi le détachement de l'Angleterre, de Rome, donc du catholicisme, de l'esprit continental. Et c'est Angleterre qui va connaître une réforme dans les années... avant Olivier Cromwell, il y a Henri VIII. Oui, Henri VIII, et le ministre principal d'Henri VIII, qui est Thomas Cromwell, qui est l'oncle de l'ancêtre d'Olivier Cromwell. Et en 1534, donc c'est lui qui, qui est l'outil du roi Henri VIII et même le cerveau de le remariage d'Henri VIII, parce qu'en fait le conflit avec l'Église vient de là, le remariage, puis la séparation d'avec Rome, la confiscation des biens de l'Église qu'on va retrouver chez les révolutionnaires de 1789. La confiscation des biens de l'Église, et en 1534, il déclare, Thomas Cromwell, l'Angleterre est un empire. Avant même d'être un empire, elle était déjà dans l'esprit, mais pas un empire au sens romain, ou même au sens allemand, terrestre. C'est ce que j'appelle un hégémon, c'est-à-dire une puissance inégalitaire, thalassocratique, et ça qui est frappant, c'est que toutes les îles n'ont pas le type de culture anglaise. Par exemple, le Japon, c'est une culture terrestre, alors que c'est une île. Mais les Anglais, ils allient la structure familiale inégalitaire nucléaire extrêmement mobile et le fait d'être une île et qui va se tourner vers l'océan, qui n'est pas simplement une puissance maritime du type Athènes, Carthage, qui était en fait dans un lac. Mais ça va devenir une océanocratie. Donc, structure familiale inégalitaire, rupture avec Rome, révolution protestante, calvinisme, et c'est ça, c'est cette Angleterre-là qui va influencer la Révolution française. Donc, en fait, la Révolution française, c'est vraiment la combinaison de ce dont a parlé Pierre, ce dont j'ai parlé de ça, là, à l'instant, et bien d'autres choses. Je peux rajouter un petit élément. En fait,
la Révolution française, effectivement, c'est la combinaison de différents éléments, enfin, différentes influences. Influence côté français, influence du côté anglais. Alors, côté français, si vraiment on veut dater la première fêlure du système, c'est avec Philippe le Bel, 1268-1314, qui va promouvoir l'esprit des légistes du droit sur le christianisme, sur le catholicisme. Donc une forme de vision purement terrestre. C'est vraiment le début, avec le gallicanisme. Pardon ? Avec le gallicanisme. Voilà, alors, le gallicanisme, voilà, disons qu'il va vraiment se développer après, mais c'est déjà la mainmise, un début de mainmise du temporel sur le spirituel, qui va continuer, sauf avec le seul moment où il y a eu une tentative d'arrêt, c'est avec Sainte Jeanne d'Arc. L'intervention de Sainte Jeanne d'Arc, c'est pour bloquer, pour rétablir en fait l'idéal du baptême de Clovis, c'est-à-dire que la souveraineté ne vient pas des légistes, elle ne vient pas d'un groupe de pression, d'un groupe financier, elle vient de Dieu, et que le roi de France n'est que son lieutenant. C'est ça la mission de Sainte Jeanne d'Arc. Bon, eh bien, ce pouvoir temporel va malgré tout enfler, aux dépens de l'autorité spirituelle. Donc 1438, vous avez la pragmatique sanction de Bourges, 416 concordat de Bologne, 1682 la déclaration des quatre articles pour Louis XIV, et puis ça se termine avec la constitution civile du clergé de la Révolution française. Donc en fait, la France a joué contre elle. Mais le côté anglais, je mettrais peut-être un petit bémol, d'accord avec tes propos, Youssef, mais un élément. Quand on parle du XIVe siècle, c'est le siècle que tu as cité, en fait, pour l'Angleterre. Non, j'ai dit 15e pour les structures. 15e, pardon. Oui, après voilà. j'ai dit 16e pour Thomas Cromwell. Voilà, effectivement, tous ces éléments ont joué. Mais en fait, il y a une chose qu'il faut citer dans l'histoire de l'Angleterre, un rôle clé, c'est la City de Londres. Vous avez deux maires à Londres. Vous avez le maire de la ville de Londres, et vous avez le maire de la City de Londres. Et le roi d'Angleterre, Charles III actuellement, et avant sa mère, Élisabeth II, n'importe quel roi d'Angleterre d'ailleurs, quand le monarque anglais veut se rendre sur le territoire de la City de Londres, il doit demander l'autorisation. Mais aïe, puis-je ? Évidemment, c'est accordé, mais ça vous montre que les vrais patrons, c'est la City de Londres, sous-entendu la finance, etc. Et cette finance de la City de Londres, en fait, ça remonte bien avant 16e, 15e siècle, la première manifestation, j'allais dire visible, ce qui ne veut pas, je vais vous donner la date, mais quand on donne une date, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien avant. En fait, la chose était sous-jacente, elle n'a fait que éclater. Vous avez eu un événement grandiose dans l'histoire de France, avec des répercussions colossales pour le monde anglais et le monde germanique. C'est la fameuse bataille de Bouvines du 27 juillet 1214, où la France de Philippe Auguste est sur le point d'être avalée par, côté anglais, Jean sans Terre, et Othon 2 ou 3, je ne sais plus, du Saint-Empire romain germanique. Victoire française, l'empereur du Saint-Empire s'enfuit, c'est une pagaille au sein du Saint-Empire romain germanique, mais surtout côté anglais. C'est que vous allez avoir ce qu'on va appeler la révolte des barons. Et ces barons anglais, parce qu'ils ont perdu des territoires de l'ouest de la France, à l'exception de l'Aquitaine, ces territoires étaient les colonies anglaises de l'époque, c'est-à-dire des sources de revenus, compte tenu que Philippe Auguste récupère ces territoires de l'ouest de la France, aux dépens de ces barons anglais, eh bien, il leur supprime leurs revenus et ces barons anglais se révoltent et l'année 1215, ça va être la fameuse Magna Carta qui est en fait l'officialisation de la puissance oligarchique financière anglaise qui fait que le roi d'Angleterre ne peut lever des impôts qu'avec leur autorisation. Et là, vraiment, la City de Londres explose littéralement. C'est ça qui a été le démarrage. C'est là où l'histoire de France et l'histoire d'Angleterre, et là, ça s'écarte. Et effectivement, ensuite, vous avez eu évidemment la Renaissance et le protestantisme qui va faire souche en Angleterre avec Henri VIII. Et Henri VIII, donc c'est en 1534 qu'il rompt les ponts avec Rome, en particulier avec ses affaires matrimoniales. Je rappelle qu'il va bénéficier de l'appui de la finance juive qui s'appelait les Mendes qui avaient fait fortune dans le poivre.
Et ça va continuer avec sa fille Élisabeth Ier. Et le XVIIe siècle, donc vous avez, ça on a parlé, l'affaire de Cromwell, mais le XVIIe siècle, c'est très intéressant parce que dans les années 1640, donc avant la mort de Charles Ier qui va être décapité, vous avez un de ces hauts représentants de ce monde oligarchique anglais qui s'appelait Robert Boyle, qui, on a sa lettre, le document a été conservé, qui, dans les années 740, d'un groupe de pression autour du gouvernement, elle appelle pas ça un groupe de pression, l'expression utilisée, c'est le collège invisible. C'est l'expression qu'il utilise, c'est le collège invisible qui, en fait, est vous savez, le shadow cabinet, une sorte de gouvernement secret qui va appuyer le révolutionnaire Cromwell, qui est vétérotestamentaire jusqu'à la racine des cheveux, qui est très lié avec le monde protestant judéophile, et en particulier avec des personnes qui vont jouer un rôle clé dans le basculement de la puissance financière des Provinces-Unies, des Pays-Bas, avec Menasseh ben Israël. Et il y a eu cet accord. En fait, au XVIIe siècle, vous aviez des minorités juives éparpillées en Europe, en Afrique du Nord, Proche-Orient, etc. Et vous avez eu, c'est comment il s'appelle, l'universitaire juif anglais Cecil Rhodes qui raconte ça très bien. Il raconte qu'il y a eu ce navigateur Maran, hein, donc faussement converti au christianisme, qui s'appelait Montesinos, qui revient d'un voyage en Afrique, un voyage d'Amérique du Sud, et la chutzpah de l'époque, il dit qu'il a rencontré, qu'il a vu en Amérique du Sud, 2 tribus des 10 tribus perdues d'Israël, et que donc il y a une présence juive en Amérique du Sud. Mensonge et honté, mais cela crée un émoi considérable aux Pays-Bas, enfin Provinces-Unies, et Menasseh ben Israël va dire il y a donc des Juifs en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe, en Asie, il ne manque plus que des Juifs en Angleterre, parce que les Juifs avaient été expulsés par Édouard I ou II en 1290, pour parachever la dispersion complète du peuple juif, prélude à la rédemption. Et compte tenu que Menasseh ben Israël est confronté à un Cromwell et à ses copains tous vissés sur l'Ancien Testament, eh bien, mon gars, c'est quoi on peut, en gros, l'accord, je résume, c'est on vous apporte, nous, juifs hollandais, juifs tout court d'ailleurs, la puissance financière que nous avons, et en échange, vous nous permettez de nous installer chez vous, et entre autres de revivifier la City de Londres. Eh bien, l'accord a été conclu, et c'est ça qui a permis en particulier la création de la Banque d'Angleterre en 1694, qui va donc lancer et propulser la politique impériale anglaise. Et on vit sur cet acquis depuis cette époque, et un acquis qui tue gentiment le monde entier. Lorsque je vous écoute, là, je m'aperçois quand même qu'on a affaire, aujourd'hui on voit le bout du nez, mais on a affaire à un projet qui dépasse les siècles, qui dépasse les générations, Ouais. et voilà, quelque chose qui s'est mis en place. Comment dire ça? Vous allez voir où je vais en venir. Ça s'est mis en place, je sais pas, c'est partout, à des époques différentes, avec des gens différents. Ça peut être, ce projet, il ne peut être que surnaturel, il ne peut être que satanique. Moi, est-ce que vous avez, comme moi, l'impression que toute l'histoire dans laquelle nous sommes, nous, est écrite au-dessus et qu'on a réservé 1 ou 2 chapitres à Satan? Voilà, j'y vais franco, là. Désolé. En fait, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas démontrer. On ne peut pas démontrer une action d'une puissance métaphysique. Par contre, ce que l'on peut démontrer de façon factuelle, c'est effectivement une cohérence historique de certains mouvements religieux, messianiques, vétérotestamentaires, tout ce que vous voulez. Et quand on se penche sur cette histoire-là, on se dit, mais c'est beaucoup trop cohérent, ça tient beaucoup trop la route, trop bien la route, même s'il y a des accros, pour que ce soit simplement un héritage intellectuel, idéologique. C'est vrai que quand on se penche sur l'histoire du messianisme, sur notamment le sionisme, les différentes tentatives, les ratages, puis l'accomplissement, et là par exemple avec l'État d'Israël et ce qui se passe actuellement,
ou même dans d'autres domaines, d'autres aspects, par rapport à l'histoire de l'Angleterre, rupture avec Rome, thalassocratie, océanocratie, l'héritière américaine, etc. On voit effectivement qu'il y a une cohérence. En tout cas, en tant que croyant, on ne peut qu'admettre effectivement l'action de force, de puissance, bien sûr de Dieu d'abord, parce que tout est dans le dessein de Dieu, mais pour ceux qui agissent dans la direction du mal, parce que, pour ceux qui ne sont pas croyants, quand on dit Satan ou satanisme, les gens ont un peu du mal à percuter. Alors, quand par exemple on leur parle d'antinomisme, c'est-à-dire de l'établissement dans la Constitution d'un certain nombre de pays occidentaux de lois contre nature, parce qu'en fait il y a les lois de Dieu, les lois de nature, qui coïncident plus ou moins. Mais quand on a une oligarchie qui avance systématiquement dans la direction de l'antinomisme, tout à l'heure Pierre a parlé de Jeanne d'Arc et du rétablissement de l'autorité de Dieu qui est souverain sur le roi qui n'est que le lieutenant. En fait, c'est une conception qui est extrêmement importante à comprendre, que ce soit dans le monde chrétien ou même dans le monde musulman, c'est que l'homme, le roi, n'a pas tous les droits. C'est-à-dire qu'il ne peut émettre que des lois qui sont conformes à la loi divine. À partir du moment où on crée ce qu'on appelle l'État moderne, ce que Hobbes a très bien nommé le Léviathan, c'est-à-dire cette espèce de monstre qu'il appelle dans son livre le Léviathan, le petit Dieu, c'est-à-dire qu'un État moderne qui devient souverain en lieu et place de Dieu, tant que vous avez du côté chrétien ou du côté musulman des dirigeants qui sont chrétiens et musulmans, comme c'était le cas en France, ça va encore. Mais à partir du moment où vous avez des gens qui sont dégénérés, qui sont athées, ou qui sont des pervers, dans le sens où ils vont systématiquement contre les lois de Dieu, eh bien, vous avez à la tête de cet État qui est une petite divinité, un démiurge, des gens qui vont diriger l'État et la loi contre les lois de Dieu, contre les lois de nature. Ce qui vous donne le LGBTisme, le mariage homosexuel, l'adoption d'enfants par deux couples homosexuels, et ainsi de suite, jusqu'à bientôt le mariage avec des animaux. Donc, si les gens qui ne sont pas croyants n'arrivent pas à percuter quand on leur parle de satanisme, eh bien ça, la violation des lois naturelles et de ces conséquences qui détruisent la société, parce qu'en fait on détruit l'État. Pierre tout à l'heure a parlé de la mise sous contrôle de l'État par l'oligarchie, etc., de la finance, mais on s'attaque à la société, puis on s'attaque à la famille, et puis on s'attaque à l'enfant, là. C'est de ça dont il s'agit. Donc si vous n'êtes pas croyant, le satanisme, ça ne vous parle pas, je pense que l'antinomisme peut vous amener à comprendre ce dont on parle. Pour aller dans votre sens, et ensuite je donnerai la parole à Monsieur Hilla. Alors, on voit effectivement qu'il y a une cohérence dans le temps, mais il y a surtout toujours la même signature. Alors, vous avez évoqué tous les deux Cromwell, la Révolution française. Alors, la signature, elle est simple. Ils ont fait une inversion. Jusque-là, le pouvoir venait de Dieu, le roi était le vicaire du Christ, donc il devait représenter Dieu et agir au nom de Dieu. Donc il avait une légitimité, les monarchies de droit divin, ils avaient un pouvoir immanent qui vient de Dieu, qui leur est donné. Voilà. Et Cromwell, en installant sa république, et la Révolution française ont inversé ça en créant la fausse démocratie, en disant le pouvoir vient du peuple. Donc on a inversé, le pouvoir vient d'en bas. Ce qui est déjà pas. Voilà, c'est pour aller dans votre sens. Juste une précision, Cromwell n'a pas véritablement instauré de république, parce qu'après la décapitation du roi, ils ont mis sur le trône un homme qui était l'homme de la finance, je crois que c'est Guillaume d'Orange, qui était financé par le maran Lopez Suasso. Exact, entièrement d'accord. C'est ce que j'ai mis dans la préface que j'ai fait du livre de Carol Quigley. On m'a pris, on se retrouve à Cécile Roth. Il y a une chose. Ah bah oui. En fait, bon, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Youssef. Et vous aussi. Il y a un élément. Le 1789, c'est un basculement dans ce sens qu'avant, quand on regarde, en restant pour la France, vous avez des rois de France qui ont eu très souvent une vie libérée. Hein. Alors, l'excuse qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient mariés d'office à 13-14 ans avec une personne qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Alors imaginez
leur mentalité, enfin la situation du moment. Tu vas épouser un tel. Il y a l'exemple fameux du jeune Louis XIV qui, à 18 ans, était amoureux fou de Marie, je ne sais plus son nom, enfin la nièce du cardinal Mazarin, amoureux fou, ils étaient un amour réciproque, et cardinal Mazarin et la mère de Louis XIV était hors de question, Marie Mancini, voilà, ça me revient, était hors de question